faire l'introduction de la conférence d'aujourd'hui. On va faire une approche théorique très globale. On va, toujours dans la partie théorique, parler de l'entraîneur-formateur. Et on va essayer qu'on parle tous avec le même langage pour être sur la même longueur d'onde. On va parler des règles et des principes qu'on essaye de mettre en application les week-ends sur le terrain. Et on va essayer d'expliquer pourquoi on a choisi ces règles et ces principes-là. Hein, on va parler que méthodologiquement, aux enfants, on va donner du sens à ce qu'on leur demande. On va essayer de justifier les gestes ou les choses qu'on leur demande. Et bien, on va faire la même chose avec vous aujourd'hui. On va justifier, on va expliquer pourquoi on a mis les choses en place. On passera ensuite à la situation pratique. Hein, on a des petits joueurs qui vont venir nous rejoindre. On fera des situations jouées en 3-3 et en 4-4, avec les différentes possibilités d'organisation des rencontres. Et alors on vous proposera par catégorie, donc 3-3 et 4-4, plusieurs types d'échauffement pour que vous ayez des idées. Ensuite on passera à la conclusion et comme Julien l'a dit, aux questions-réponses. Voilà. Alors, au niveau de l'approche théorique, voilà. C'est très global. C'est très global, c'est le DLTA, d'accord? Ça nous vient directement du Canada. Et j'aime bien commencer par là, parce que ça permet de remettre les choses en perspective. Et ça permet qu'on se positionne tous de la même manière avec les mêmes lunettes de formateur. Le développement à long terme de l'athlète, il a été développé par les Canadiens avec un objectif. L'objectif principal, c'est la santé de la nation. Pour que la nation soit en bonne santé, eh bien, il faut que les gens aient une vie active. Pour que les gens aient une vie active, eh bien, il y a des étapes... Oh non, Julien. Ne panique pas, merci. Il y a des étapes à respecter. Et le risque, quand Julien disait, on souhaite tous que nos joueurs soient des joueurs d'NBA un jour, bien sûr. Mais le meilleur moyen d'en faire des joueurs d'NBA un jour, c'est de respecter les étapes et les différents processus. Quand on brûle les étapes, et quand on veut, à 7, 8, 9 ans, en faire déjà un joueur qu'on met dans la compétition, on veut en faire déjà un joueur d'NBA en le mettant dans des drills et des situations extrêmement codifiées, eh bien, le risque quand on brûle les étapes, c'est que les joueurs arrêtent, non pas seulement de faire du basket, mais arrêtent de faire du sport. Alors, ceci, ça a été créé, évidemment, en lien avec le développement de l'enfant. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Si on adapte les règles, l'infrastructure, etc., c'est pour coller au développement de l'enfant. Alors, juste pour qu'on donne les tranches d'âge, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est jusqu'à la partie jaune-orange ici, la dernière partie jaune, même peut-être s'entraîner à s'entraîner pour les U12, hein, pour la catégorie Benjamin, mais ici en dessous, on a de 0 à 6 ans, l'enfant doit être actif, il doit être stimulé. Il doit apprendre à courir, sauter, jouer avec un ballon, s'équilibrer, être sur des roulettes, aller dans l'eau. L'important, c'est qu'il soit stimulé dans un maximum de situations possibles. Ensuite, vers les 7, 8, 9 ans, hein, il dissocie un petit peu pour les garçons et pour les filles, mais on peut le prendre de manière globale. On va s'amuser grâce au sport, et on va le voir dans la dia suivante, on ne va pas la mettre tout de suite. Ils appellent ça les fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la base motrice, mais avec le mot fun dedans et le mot plaisir. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, et si moi je suis là aujourd'hui, c'est qu'on éprouve, c'est qu'il y a une source de plaisir. On est content d'être là. Et le basket, ça doit rester une source de satisfaction. Hein, s'il y a encore des joueurs et des joueuses ici, si vous continuez à jouer, c'est parce que vous avez une source de satisfaction. Vous, entraîneur-formateur, si vous allez à l'entraînement, à la séance d'entraînement avec vos joueurs et aux rencontres le week-end, c'est parce que vous avez une source de satisfaction. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre de vue. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit aller rechercher chez les enfants aussi. Et la meilleure source de plaisir chez les enfants, c'est de les mettre dans des situations où ils s'amusent, où ils éprouvent du plaisir. Et ensuite, apprendre à s'entraîner, ça c'est uniquement après peut-être 9, 10, 12 ans, 11 ans aussi, donc en dessous des U12, on va seulement apprendre à s'entraîner. Et petit à petit, on va évoluer. Et on arrive seulement vers 17, 18 ans à s'entraîner, à gagner et à aller dans la compétition. Chaque chose en son temps. Si on va trop vite dans s'entraîner à gagner et à la compétition, qu'on brûle les étapes ici en dessous, eh bien,
on risque de perdre des joueurs. On risque de perdre des joueurs. Alors, vous avez vu, le schéma ici, il tend à être de plus en plus serré. Hein, bien, c'est parce que au début, tout le monde fait du sport et tout le monde a un début actif. Là, la population est énorme. Et petit à petit, eh bien, ceux qui joueront en NBA ou en Division 1 dans leur pays, eh bien, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Par contre, ici, ça s'agrandit. Les gens qui continuent à faire du sport pour le plaisir de faire du sport et d'être en bonne santé. Ok, on peut passer à la dia suivante. Merci. Voilà. Alors, si on fait le lien avec le programme d'éducation physique de la communauté française ici en Belgique, de manière générale, on peut dire, on l'a dit, 0 à 6 ans, c'est les bases de l'éveil corporel, hein, jusqu'à 12 ans. C'est des débuts actifs, c'est l'équivalent des maternelles, et on travaille en psychomotricité en maternelle. En première, deuxième primaire, c'est l'équivalent des U8 chez nous, on joue en 3 et 3, c'est les fondamentaux, et on voit qu'on apprend à coopérer. Relation entre 2 et 3 enfants. Tiens, c'est peut-être pas pour rien qu'on joue à 3 et 3. Troisième et quatrième primaire, 8-9 ans. Initiation pré-sportive. On n'est pas encore dans des sports collectifs codifiés. On évolue du 3 et 3 vers le 5-5 avec 2 ans de transition, qui sont le 4-4, où les règles évoluent, où on augmente le niveau d'exigence. 5e et 6e primaire, 10-11 ans, et bien là on va aller vers des sports collectifs plus codifiés, et c'est ce qui correspond dans nos championnats au 5 contre 5 à la catégorie Benjamin que l'on connaît. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas par hasard qu'on a mis toutes les nouvelles règles, les nouveaux modes de rencontre en place. Alors, on l'a dit, on va se mettre tous avec la même manière de parler. On va essayer. Alors, c'est des petites choses, c'est des détails, mais je pense que ça peut prendre son importance. Le lexique du mini-basket, on a fait le parallèle avec le maxi-basket. Hein, on peut dire au-dessus de 14 ans, hein, puisqu'on a dit que la période U12 était encore une période charnière. On va parler d'entraîneur-coach. Alors que chez les petits, on va plutôt parler de formateur. On va parler de formateur parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la formation à long terme de chacun de nos joueurs. Au lieu de parler d'entraînement, on va parler de séance. Au lieu de parler de match, Julien l'a dit tantôt, au lieu de voir les autres comme des adversaires qui sont très très méchants, bien, on va parler de rencontre. Quand on parle de rencontre, on peut aussi faire le lien avec les rencontres de 3 et 3, où l'échauffement est en commun, et ça permet aux entraîneurs de se rencontrer l'un l'autre. Et les rencontres et les échanges, eh bien ça amène de la richesse. Tiens, toi tu fais ça comme ça, c'est intéressant. Ah, moi je préfère faire ça comme ça. Ah, je travaille plutôt comme ça. Ah, tu fais ça, ben tiens, je vais essayer. Ça me convient, ça me convient pas. Mais le fait d'être dans l'échange vous apportera de toute façon quelque chose de riche. On ne va pas parler d'exercice. Hein, de bien rigide, bien codifié, aller du cône A au cône B, on va parler de situation d'apprentissage. Hein, prends souvent l'exemple du lay-up, qui est une situation très compliquée pour les enfants en fait, hein, chez les petits. Eh bien, faire un exercice de lay-up, c'est faire 2 fils lay-up par exemple, hein, un exercice fétiche de tout le monde, 2 fils lay-up. On n'apprend pas à faire un lay-up en faisant 2 fils lay-up. On entraîne le lay-up, on améliore le lay-up. On améliore l'efficacité du lay-up. Mais si on veut qu'un enfant qui n'a jamais joué au basket apprenne à faire un lay-up, il va falloir lui proposer d'autres situations. Il va falloir lui apprendre à s'arrêter en 2 temps. Il va falloir lui apprendre à sauter sur un pied. Il va falloir apprendre à prendre une impulsion, à tenir en équilibre, à enchaîner les 3 mouvements. Arrêt de temps, impulsion et saut. Et shot. Oh là là. Et c'est ça, être dans des situations d'apprentissage. On ne va pas parler de drill, on va parler de jeu. Attention, on ne fait pas un jeu pour faire plaisir aux enfants, on fait un jeu pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Nous, entraîneurs, formateurs. Et au lieu de parler de vocabulaire technique, on va parler de vocabulaire imagé. Petite anecdote. Je suis jeune, j'ai 17-18 ans, même un peu moins peut-être. Et j'ai une équipe de petits en initiation.
Et on fait un petit match à la fin de l'entraînement parce qu'ils veulent tous faire un petit match à la fin de l'entraînement. Et donc je suis sur le terrain avec mes joueurs. Et il y en a un qui est tout seul, il est tout seul et je crie shot, 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 ça me paraissait tellement évident. Et le petit gamin initiation, il me regarde, il prend la balle et shot dedans. Il a fait ce que je lui ai demandé. Il ne savait pas qu'au basket, le shot c'était avec les vocabulaire technique, vocabulaire imagé. Alors, je ne dis pas ici qu'on ne doit pas utiliser le vocabulaire technique. On doit le faire. On doit l'expliquer. Au début, on va parler du canard pour le shot et de la girafe, parce que ça donne des repères concrets. Bien sûr, mais il y a un moment, il va falloir dire aux joueurs, oui, c'est le shot, hein, parce qu'après, il va arriver chez un coach de division 1, et on va lui dire, c'est le canard, coach? Non, on va amener le vocabulaire technique, mais progressivement. Ça va? Alors, on a voulu définir ce que c'était pour nous un entraîneur de mini-basket. Un entraîneur de mini-basket, par rapport à l'entraîneur coach, eh bien c'est un entraîneur qui va se placer dans des situations d'apprentissage. Chaque fois que vous allez à la séance d'entraînement, parce que dans notre culture basket, le mot entraînement, on l'aime bien quand même, moi la première, même si je le vois plutôt comme une formation. Quand on va à la séance, à chaque séance, on doit se placer dans une idée d'apprentissage. Et le jeu est un moyen privilégié pour atteindre un apprentissage, pas l'inverse. Maxi basket, on va plutôt chercher la performance. On va chercher l'amélioration. On va chercher la rentabilité. Hein, l'objectif, c'est de gagner ce week-end. Au niveau de l'esprit, ici, on va se placer peut-être dans un esprit de compétitif, hein, de championnite. L'objectif, en U16, U18, U20, senior, l'objectif c'est d'être premier du championnat. Toutes les équipes veulent ça. Alors après on a des objectifs un peu plus réalistes en fonction des autres paramètres, mais l'idée c'est de vouloir gagner. En mini-basket, on va plutôt aller vers de l'émulation. Quand on parle d'émulation, on va dire que l'objectif, la réussite d'un joueur ne se situe pas dans la victoire au match, mais dans l'évolution par rapport à l'objectif que vous lui avez fixé. Je m'explique. Ça fait un mois avec mes joueurs, on travaille, on propose des situations d'apprentissage sur le départ en dribble sans marcher. Pendant la rencontre, chez mes joueurs, je vais insister là-dessus, je vais faire un lien avec ce que je leur demande pendant les séances d'entraînement. Au match, à la rencontre le week-end, on perd. C'est une rencontre de 4 contre 4 et on perd toutes les périodes. Oui, mais, mes joueurs, ils n'ont pas fait un seul marché au départ en dribble. Alors peut-être qu'on a perdu le match, peut-être. Mais l'objectif fixé par le formateur et avec ses joueurs et pour son équipe, il est atteint. Et c'est là que vous, formateurs, entraîneurs, vous avez, et adultes de manière générale, vous avez un rôle très important à jouer par rapport à vos joueurs. C'est celui-là. Alors évidemment, quand on gagne, on est content. Évidemment, quand les progrès portent ses fruits, on est content. Mais ça dépend toujours de l'adversaire ou de l'autre équipe. L'important, c'est que vos joueurs évoluent et que vos objectifs, petit à petit, soient atteints. On en reparlera encore après. Le résultat recherché, là c'est l'efficacité obligatoire et là c'est l'évolution de chaque joueur. Un bon formateur mini-basket, c'est quelqu'un qui est ouvert à la communication. Encore souvent, on voit des rencontres où les coachs se disent à peine bonjour. Oh, les coachs, pardon. Les entraîneurs formateurs. Mais j'ai dit coach parce qu'ils ne se disaient pas bonjour. Les entraîneurs formateurs se disent à peine bonjour. C'est important de partager. Même en 5 contre 5, en U12, c'est important de savoir, c'est beaucoup de débutants, oui, ok, peut-être que je vais adapter mes objectifs. Peut-être que je vais adapter mes objectifs. Peut-être aussi que je vais demander à l'arbitre de club, ici je prends l'exemple des U12, je vais demander à l'arbitre de club d'être très exigeant avec mes joueurs sur les départs en dribble. Par contre, les joueurs de Julien, ça fait 2 semaines qu'ils jouent au basket, on ne va pas avoir la même exigence.
Mais pour ça, il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec l'autre équipe et il faut communiquer avec les joueurs, mais aussi avec les parents. On pense formation à long terme. On pense formation à long terme. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que nous, entraîneurs, formateurs, parfois, on doit se pincer. Hein, parce qu'on est à la rencontre le week-end, et il y a des trucs qui ne vont pas. Hein, défensivement, je prends l'exemple défensivement, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, mais est-ce qu'à l'entraînement, vous avez déjà eu l'occasion de proposer une séance d'apprentissage sur la défense? Peut-être pas. Peut-être pas. Et nous, on doit accepter que tout ne soit pas parfait. On doit accepter que ça, on n'a pas encore fait. C'est normal. C'est normal. Et peut-être qu'on peut le mettre dans nos objectifs pour la période prochaine, la séance prochaine, la semaine prochaine. Ah, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler avec mes joueurs. J'aimerais bien leur apprendre ça. Ça, tout ça. Oui. Mais ne voulons pas tout faire tout de suite. Sinon, je reviens au DLTA, on brûle les étapes. Prenez le temps. Prenez le temps. Être garant des valeurs éducatives et sportives, il me paraît évident que vous êtes un exemple pour vos joueurs et pour la bonne ambiance de la rencontre, pour que ça se passe dans un esprit convivial. On l'a mis en grand. On l'a mis en grand. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Petite, très bref, Julien, je sais que tu ne voulais pas. Très bref historique du basket. Hein, vous avez tous déjà entendu parler de la naissance du basket. Aux États-Unis, dans un gymnase, un prof d'université ne savait pas quoi faire avec tous ses joueurs de foot américain, parce qu'il fait froid dehors et pendant l'hiver, ils ne font plus rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa salle et il y a des gradins, super, qu'est-ce qu'il fait? Il accroche une poubelle de chaque côté ou un cerceau de chaque côté de sa salle et de là naît le basket, où il amène une règle et puis une autre et puis le marché, etc. C'est un jeu, le basket est un sport qui a été créé pour des adultes, par un adulte, pour des adultes. C'est un sport extrêmement complexe. C'est pas quelque chose qui a été créé pour les enfants et qu'on a fait évoluer après. Et c'est pour ça qu'il faut l'adapter. C'est parce qu'il a été créé pour des adultes. Je peux passer la suivante? Ah, non alors. Oui, c'est pas grave, je dirai après. Toujours par rapport à l'entraîneur de mini-basket, eh bien au niveau des savoirs, il doit connaître le code de jeu. Le code de jeu, c'est quoi? C'est le règlement du basket. Même si les règles sont adaptées, hein, dans les règles et principes, c'est les règles qu'on adapte à chacune des catégories et des modes de rencontre, mais le code de jeu du basket, on doit le connaître. On doit connaître les critères de réussite pour chacun des gestes techniques et pour chacune des qualités collectives qu'on va demander aux joueurs. Si vous avez une très mauvaise orthographe, je vois mal comment vous allez pouvoir donner des cours d'orthographe à quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Si vous ne connaissez pas les critères de réussite du shot, il me paraît compliqué de corriger quelqu'un ou d'apprendre à quelqu'un à shotter. Au niveau des règles et principes, eh bien je vais apprendre d'abord le mot règle. C'est toutes les adaptations qu'on met en place qui permettent de faire un mode de rencontre et un mode de rencontre par catégorie. Les principes, c'est ce qui va se greffer aux règles. D'accord? C'est le lien entre l'esprit convivial dans lequel on se place, l'esprit de formation plutôt dans lequel on se place, et les règles qui sont mises en place. On en parlera dans les situations pratiques. Vas-y, Jules. Au niveau des savoir-être, imaginez, il y en a qui ont des enfants, et ceux qui n'en ont pas, vous imaginez. Est-ce que vous allez inscrire votre enfant chez cet entraîneur-là ou chez celui-là? Vous avez vite choisi, je pense. Hein. Un entraîneur est dynamique. Il est en tenue sportive parce qu'il est sur le terrain avec ses joueurs. Il est garant du respect des valeurs. Il est stimulant et positif. Il encourage ses joueurs. Hein, quand on rate un shot sous l'anneau, on entend encore trop souvent dire « Mais comment c'est possible de rater ça?
Plutôt que pousse à une main, termine, corrige-toi à la fin. Ça, c'est positif. Il prend du plaisir à être avec ses joueurs et à proposer des situations d'apprentissage et à se placer dans une optique de formation. Et on le voit directement chez les joueurs. Et il est patient. Il fait preuve de patience. Tu peux passer. Et je pense que sur cette image, il y a une chose qui est très importante. Vous voyez, là, dans le coin à droite, où est l'entraîneur formateur? Dans quelle position est-il? Il se met au niveau des enfants. Il se met, lui, au niveau des enfants et pas l'enfant au niveau de l'adulte. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais c'est très très important. Et vous allez voir sur d'autres photos, eh bien c'est exactement la même chose. C'est vous qui devez vous mettre au niveau des enfants et pas l'inverse. Alors, au niveau des savoir-faire, bien sûr, on doit animer. On a dit, on va utiliser un contenu ludique et imagé. On ne fait pas des jeux pour faire des jeux, on fait des jeux pour atteindre un objectif. Imagé, pourquoi? Bien parce que ça donne un aspect, une idée concrète aux enfants. Un enfant de 6-7 ans, vous lui dites, fais un lay-up. Alors sans doute il a vu papa, maman, grand frère, grande sœur au basket et il voit de quoi on parle, peut-être certains, mais d'autres pas du tout. Et donc, que ce soit pour le lay-up ou autre exemple pour l'arrêt un temps, arrête-toi en un temps. Ça ne veut pas dire grand-chose. Arrête-toi comme un kangourou, peut-être un peu plus. Et je reviens à ce que j'ai dit tantôt, on ne doit pas tout le temps dire kangourou jusqu'en U19, On doit amener le vocabulaire, mais petit à petit. Donnons-lui des repères concrets dans les situations d'apprentissage de départ. La voix est compréhensible, le message est clair, on observe, on corrige et on s'adapte. Et on s'adapte. Adaptez-vous aux enfants, adaptez-vous à ce qu'ils vous donnent. Adaptez-vous à leur niveau. C'est là que vous aurez les meilleurs résultats. On énonce, on démontre et on justifie. Donnez du sens à ce que vous demandez à vos joueurs. Donnez du sens. J'entends souvent dire, pendant les entraînements, quand tu es à droite du terrain, tu dribbles avec ta main droite. Oui, pourquoi? Pourquoi à droite, on va dribbler avec la main droite et quand on est de la gauche du terrain, on va dribbler avec sa main gauche? Parce que si le défenseur est bien placé, il va être vers l'intérieur du terrain, entre vous et l'anneau, et donc on va dribbler avec la main qui est loin du défenseur. Oui. Sauf que les défenseurs, ils jouent pas toujours bien en défense. Ils jouent pas toujours bien en défense. Parfois, il sera du côté extérieur, parce qu'il va arriver en transition, il va venir vouloir piquer la balle. Qu'est-ce que vous lui avez raconté, là? Vous perdez tout crédit. Justifiez à vos joueurs. Normalement, s'il joue bien en défense, on dribble avec la main extérieure parce qu'il sera de ce côté-là. Il sera du côté intérieur de l'anneau, du terrain. Mais, le vrai principe, c'est quoi? On dribble avec la main qui est loin du défenseur. Donc, s'il vient à gauche, on dribble avec la main droite. Même si on est à gauche du terrain. Et ça, c'est justifié. Et les situations, le week-end, les situations de rencontre doivent vous permettre de justifier ce que vous leur demandez pendant les séances d'entraînement. Tu peux passer. Toujours dans les savoir-faire, importance de planifier. De planifier à long terme. À 12 ans, quel joueur j'ai envie d'avoir? Quel joueur j'ai envie d'avoir à 12 ans? À quel âge je vais amener quel concept? Et quand je vous disais tantôt, il faut accepter que tout n'est pas parfait, c'est ça, Ça va vous donner un peu d'air. On ne peut pas tout faire en une fois. On ne peut pas tout faire en 2 ans ou en 2 saisons, c'est impossible. Donc, planifiez par catégorie, planifiez par période, par mois. Ayez un objectif, peut-être 2, mais déjà un objectif d'apprentissage par entraînement, par séance d'entraînement. Si à chaque séance d'entraînement, vous arrivez avec un objectif, waouh, super, super. Là, vous allez avancer. Vous allez vous voir avancer, vous allez les voir évoluer.
Importance de préparer, planifier, d'accord? Quand on prépare, on essaye d'avoir un maximum de rendement. De rendement par rapport à l'objectif. Je reviens avec mon 2 fils Léop là. Mon objectif c'est quoi? De les faire courir jusqu'au mieux? Parce que 2 fils Léop, ils font pas beaucoup de Léop, hein, en fait, en définitive. Donc, ayez de la rentabilité, mais pas de la rentabilité garderie, de la rentabilité par rapport à votre objectif. Important, surtout avec les jeunes, de la prise en main au début de l'entraînement, de la gestion parfois disciplinaire du groupe et de la gestion de la fin d'entraînement. Pourquoi pas, hein, à la fin de l'entraînement, notre culture basket, on crie. Hein, à la fin de l'entraînement, à la fin de la rencontre, on crie. Eh bien, pourquoi pas crier à la fin de l'entraînement ce qu'on a appris pendant l'entraînement? Chez les enfants, ça va continuer à travailler sur le processus d'apprentissage. Et quand ils rentreront à la maison, chez papa, maman, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ils sauront. Oh, aujourd'hui, on a appris pied-ballon. On a appris à démarrer sans marcher. Pourquoi pas? Mais la gestion avant et après, très importante chez les enfants. Peux passer. Alors, on l'a expliqué tantôt avec le petit historique du basket là. Le basket, c'est un sport pour adultes. Le mini-basket, c'est un jeu. Bonjour tout le monde. Le mini-basket, c'est un jeu. Il ne faut pas oublier que le basket, il y a énormément de règles. Alors nous, c'est dans notre culture, hein, et donc les règles, on les a en nous, on les voit de manière instinctive. Vous avez sûrement déjà été voir un match de basket avec quelqu'un qui n'y connaît rien ou pas grand-chose. Oui, je suis sûre qu'il vous a posé pas moins de 50 questions pendant toute la rencontre. Et pourquoi il y a faute? Et c'est quoi ça? Et c'est quoi comme faute? C'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on doit les amener progressivement chez les joueurs. Le basket est un sport très compliqué aussi pour les enfants. On doit faire attention à soi. Soi et la balle. Un ballon, il ne va pas toujours où je veux au départ. Hein. Soit la balle et l'anneau. Hein, il y a une cible là qui est quand même vachement haute, elle n'est pas très grande et je dois mettre le ballon, que je ne contrôle pas toujours, dans l'anneau. En plus de ça, on met d'autres sur le terrain avec qui je dois coopérer. Il y en a à qui je dois faire des passes. Pour ça, il faudrait que je sois bien placé, moi aussi. À ça, je rajoute qu'on me met des défenseurs. Il y en a en plus qui viennent m'ennuyer. Hein. Je dois réussir. Ce ballon que je ne contrôle pas très bien, mon corps que je ne contrôle pas toujours très bien, à le mettre dans la scie, en coopérant avec des autres et en ayant en plus, dès qu'ils viennent m'ennuyer. Ah, c'est pas fini. Il y a l'entraîneur sur le côté qui crie là. Hein. Je ne comprends pas la moitié des mots et il n'arrête pas de crier. 6, 7, papa, maman là en haut, qui bien souvent joue à la PlayStation. Shot, passe, non, dribble. Oh, c'est pas possible. Oh. C'est compliqué, hein, gérer. Quand on sait qu'un enfant, c'est 3 consignes maximum à la fois. C'est beaucoup ce qu'on leur demande quand même. Hein. Adaptons le basket aux enfants et à ce qu'ils sont capables de faire pour qu'ils soient dans une notion de plaisir. C'est pourquoi le basket, c'est le moyen que nous avons, vous et moi, c'est le moyen privilégié pour développer la base motrice la plus large possible. Il est prouvé que les plus grands sportifs hein, de notre ère, eh bien, ce sont des sportifs qu'on aurait pu transposer dans d'autres disciplines. Michael Schumacher, par exemple, il a fait de la Formule 1, ça a été un des plus grands champions. Mais il a fait du foot aussi, il a joué en D2 allemande. Vous imaginez le niveau? Yannick Noah a quand même gagné Roland Garros, un des rares Français à avoir gagné Roland Garros. Il aurait pu faire, c'est prouvé scientifiquement qu'il aurait pu faire un autre sport et il aurait été peut-être pas aussi performant, mais il aurait été performant. Parce que ce sont des personnes qui ont une base motrice très large. Alors, bien sûr, il y a un peu de talent, mais bien sûr, ils ont été stimulés étant jeunes et on a pu développer chez eux des qualités spécifiques à leur discipline. Bon, après, il y a
énormément d'autres paramètres qui entrent en compte, hein. Mais c'est important à savoir, je trouve. On s'inscrit dans un processus de formation. On se pince quand tout ne va pas tout de suite, parce qu'on a des objectifs précis. D'accord? Et on planifie. On privilégie la notion de plaisir, on l'a dit, et on inculque des valeurs. On inculque des valeurs. Julien, il est dans mon équipe. Il a du mal. Il est très gentil, il vient toutes les séances d'entraînement et tout ça, mais c'est difficile. Et quand on fait des petits matchs, des petites rencontres à l'entraînement, ben souvent il est tout seul sous l'anneau. Moi j'en ai marre de lui faire la passe. Parce qu'il rate à chaque fois et mon équipe perd. Ah ouais. Mais bon, c'est la bonne option. Moi je choisis la bonne option. Il y a un joueur qui est seul devant, je donne la balle. Donc vous, entraîneur, il faut continuer à encourager ce type de comportement. Continuez à faire la passe à Julien. Et on corrige Julien, il va le marquer le panier. Mais oui Julien. Mais si. Et on va aider Julien. Et on va encourager la bonne action. Et on va encourager le bon esprit des joueurs. C'est ça aussi inculquer des valeurs. Et c'est pas perdu hein, pour le joueur. Il perd peut-être la rencontre de l'entraînement. Mais c'est pas perdu d'avoir pris la bonne option et d'être dans la bonne dynamique avec la bonne attitude. On peut passer à la question. Alors, je vais accélérer. Alors, c'est du temps gagné pour après. Niveau des règles et des principes et les objectifs qu'on propose. Toutes les règles liées aux infrastructures, je pense au ballon, je pense au terrain, je pense à la taille des anneaux, ce sont des moyens pédagogiques. Moyens pédagogiques, pourquoi? Parce qu'on s'adapte à la morphologie et au développement de l'enfant. Ils ne sont pas capables encore de jouer sur un grand terrain, physiologiquement. Ils ne sont pas capables encore de coopérer avec 4 autres personnes, avec tous les paramètres qu'on a vus. Donc on adapte. On n'oublie pas que le but du jeu au basket, c'est de marquer un panier. C'est pour ça qu'on rapetisse. On en parlera après. Alors, la durée de la rencontre et la participation au jeu, il n'y a qu'une manière de progresser, c'est de jouer. Hein. Il n'y a qu'une manière. Hein. Il n'y a qu'une manière pour que Julien marque un panier sous l'anneau. Hein. C'est qu'il en shotte encore et qu'il soit encore dans la situation et qu'il essaye encore et on l'encourage encore et à un moment, ça va marcher. C'est pourquoi tous les joueurs participent de manière équilibrée au jeu et si possible dans des bonnes conditions. Si je rencontre Élise en 3 et 3, on va peut-être se mettre d'accord. Première période, tu vas mettre tes 3 meilleurs joueurs et moi aussi. Parce que c'est comme ça qu'on va tirer tous nos joueurs vers le haut. Ah, on va pas le dire aux joueurs, hein. Le meilleur, hop, le nul, ça va. Non, on ne le dit pas. Mais se placer dans un processus de formation, c'est ça. Alors, l'échauffement. En U8, on le veut commun en 2 équipes, pour la richesse de l'échange et pour casser cette notion d'adversaire. En U10, il peut se faire en commun. Et vous allez me dire, oui, mais on n'évolue pas. Si, on évolue. Parce qu'on va voir après sur le terrain qu'on va proposer des modes de formation, des modes d'échauffement différents. On va évoluer avec les enfants. Et on va évoluer avec ce qu'ils sont capables de faire. D'accord? On le verra après sur le terrain. Ou il peut se faire en équipe. Le 4 contre 4, c'est vraiment la charnière entre le 3 et 3 où on est dans de l'initiation, où c'est la première approche du jeu basket, et le 5-5 où on est déjà dans s'entraîner à s'entraîner. On se rappelle le DLTA au début. Eh bien, au 4-4, on va être à la charnière où on peut avoir un mode de fonctionnement qui est plus proche du 4 et 4 parce qu'on a des joueurs débutants ou plus faibles ou qui avancent moins vite à ce moment-là de leur développement, ou alors avoir plutôt un mode de fonctionnement 4 contre 4, on va plus vers le 5 contre 5. Et on favorise l'émulation, je l'ai dit tantôt, ayez un objectif. Si je me place dans la compétition, je vais dire à Élise, ok, tu mets tes 3 plus faibles, et à ce moment-là, moi je mets mes 3 plus forts. Et puis là, après, elle va mettre 2 forts, un faible, moi je vais mettre mes 3 forts. Puis quand je vois qu'elle met ses faibles, hop, je vais mettre mes faibles aussi. Là, je me place dans la compétition. L'émulation, je vais tirer le meilleur de chacun de mes joueurs. Que ce soit en 3-3 ou en 4-4, j'ai vraiment envie de vous encourager à avoir des objectifs.
que vous allez vous fixer en tant que formateur-entraîneur pour la rencontre et que vous allez fixer à vos joueurs. Alors ce n'est pas des objectifs de rentabilité, mais c'est aujourd'hui, on pense, pied-ballon, départ en dribble, on insiste. Je ne veux pas en voir, les amis. Attention, que eux aient une chose sur laquelle ils peuvent se focaliser. Si on en donne trop, on risque de n'avoir aucun résultat. Et je vous conseille aussi, dans l'échange, favoriser l'échange, de partager cet objectif avec avec l'équipe adverse, avec le formateur-entraîneur de l'autre équipe. Partagez cet objectif et écoutez le sien. La rencontre sera d'autant plus riche. Au niveau du score, eh bien, on l'a dit, à la rencontre, c'est une prolongation des séances. Le réel résultat, c'est l'évolution de vos joueurs par rapport à l'objectif fixé et pas par rapport au résultat de la rencontre. C'est pourquoi en 4-4, on a le score est formatif, comme en 5-5, mais on évolue quand même en comptabilisant les points, mais en permettant de ne pas avoir une trop grosse différence de score. On en parlera juste après. Au niveau de la gestion de l'apprentissage du code de jeu, bien, en 3 et 3, on va interdire de prendre le ballon des mains. Pourquoi? Parce que tous les enfants à cet âge-là ne sont pas capables de contrôler leur corps suffisamment bien. Deuxième raison, et alors ça fait trop d'agressions, c'est beaucoup de fautes. Deuxième raison, c'est que ça saccade énormément le jeu. Or, on va essayer d'avoir un jeu fluide, avec la possibilité de favoriser l'aspect offensif du jeu. La troisième chose, c'est que bien jouer en défense, c'est pas toujours essayer de prendre le ballon des mains. Ou alors vous êtes sûr de l'avoir. Mais si vous allez vers quelqu'un pour prendre le ballon des mains, si le joueur en face de vous s'est un petit peu joué, il est vite passé. En 4-4, on va autoriser à prendre le ballon des mains, mais attention, je ne suis pas sûre que ce soit toujours adapté dans toutes les situations pour jouer en défense. Et on va adapter le niveau d'exigence au niveau des joueurs. Ok? Alors, la remise en jeu, en 3 et 3, elle est faite par l'entraîneur. Elle est faite par l'entraîneur pour ne pas créer un surnombre défensif. Elle est faite par l'entraîneur aussi pour éviter des situations d'échec. Au niveau du développement spatial et temporel de l'enfant, à 6-7 ans, c'est extrêmement compliqué de se retrouver derrière une ligne avec la balle, tout le monde vous regarde, l'angle est extrêmement réduit parce que la balle n'a plus que 180 degrés, moins parfois même un défenseur qui est devant, c'est très compliqué, l'angle est très réduit, je dois voir un joueur libre, je dois envoyer l'information à mon cerveau de faire la passe à ce moment-là, et la balle doit arriver avant que le défenseur n'ait vu où je vais faire la passe. C'est très difficile. Et donc dans un premier temps, l'entraîneur fait les remises en jeu pour la fluidité du jeu et favoriser l'aspect offensif. En 4-4, eh bien c'est comme tantôt. Soit on va plus vers le 4 et 4, et c'est l'entraîneur formateur qui continue à faire les rentrées, soit la rentrée est faite par un joueur, et on va demander à son défenseur de se placer à côté de lui. Ça permet de ne pas avoir une fenêtre de passe trop fermée, comme je viens de l'expliquer juste avant. Dès que le ballon est mis en jeu, les deux joueurs rentrent sur le terrain. C'est une adaptation progressive vers des rentrées de manière classique qu'on retrouvera en 5 contre 5, en U12, en Benjamin. Là, on arrive à un point crucial, mais extrêmement compliqué et extrêmement épineux. La flexibilité du règlement. Alors, il y a des règles immuables, des choses qu'on ne change pas. En 3-3, on joue demi-terrain. On ne change pas. Par contre, on a vu ici, il y a des ou. La flexibilité de règlement doit se faire exclusivement dans un esprit de formation, dans le but et dans l'intérêt de l'enfant, pas du vôtre ou des parents qui ont envie de voir jouer leurs enfants sur un grand terrain pour faire comme les grands. Mes joueurs sont capables de faire les rentrées eux-mêmes avec le défenseur à côté. Problème. Faites-le.
faites-le faire à vos joueurs. Mais si vous décidez, vous, entraîneur, de faire les rentrées vous-même, c'est pas pour gagner le match. Hein. C'est pas pour gagner le match, parce qu'ils ne sont pas encore capables de le faire. Quelle que soit la décision ici que vous prenez, elle doit être prise, 1, dans l'intérêt de l'enfant, 2, en concertation et en accord avec l'entraîneur-formateur de l'autre équipe. De toute façon. L'important, c'est d'être dans le même esprit et la même optique de formation. Alors, au niveau des infrastructures, juste avant de passer sur le terrain, en 3 et 3, on va utiliser un ballon jaune. Ces ballons-là, vous en avez sûrement reçu. Ils sont plus légers, donc ils permettent une meilleure manipulation par les enfants. Les ballons rouges, qui étaient là, sont des ballons taille 5x5. D'accord ? Les ballons que vous aviez déjà avant, j'en suis sûre. Pourquoi on a augmenté la taille du ballon en gardant son poids ? Bien simplement parce qu'un ballon un peu plus gros est plus facile à manipuler qu'un petit ballon. Si je vous demande, monsieur, de dribbler avec une balle de tennis, je pense que vous allez avoir plus de mal que de dribbler avec une Swiss ball qui est là-bas. Maintenant, il fallait adapter la taille aux mains et aux capacités des enfants. En 3 et 3, on va jouer sur un demi-terrain. En 4-4, on va jouer sur l'équivalent d'un 3/4 terrain. Alors, en 3-3, on voit ici, et c'est ce qu'on a sur le terrain ici, on a un terrain de 3 et 3. On pourrait aussi, si on a beaucoup de joueurs, proposer sur un terrain deux plateaux de 3 et 3 et faire jouer en même temps les deux équipes. Hein? L'équipe de Julien et moi, on se rencontre ce week-end, et bien je lui donne 3 de mes joueurs, il garde 3 de ses joueurs, et moi je fais la même chose avec les 6 autres. Et on se fait confiance pour gérer la rencontre, chacun d'un côté. Pour ça, il faut qu'on ait discuté avant et qu'on se soit mis d'accord sur ce qu'on fait et comment on le fait. En 4-4, vous avez 2 possibilités. Soit vous n'avez qu'un panneau amovible et vous venez le mettre ici à la hauteur des lancers francs pour avoir un terrain. Soit, et pour moi ça c'est vraiment l'idéal, on vient avancer les 2 anneaux dans le terrain, ce qui permet d'avoir la même taille de terrain, mais de pouvoir utiliser la ligne médiane et déjà utiliser les lignes du terrain. C'est important pour les enfants d'apprendre où sont les lignes du terrain et à les respecter. Alors au début on peut mettre des cônes comme on l'a fait ici, comme je l'ai fait ici, puis peut-être que progressivement on va les retirer, on va dire attention aujourd'hui on joue avec les lignes blanches, attention, ça fait partie de l'évolution de leur structuration spatiale. Juste un petit mot concernant les infrastructures. Pourquoi on adapte la taille du terrain? On a dit morphologiquement, c'est vrai, les enfants ne sont pas capables de jouer sur un grand terrain. D'ailleurs, je suis sûre que si je mets le grand terrain ici et que je prends 6 personnes dans le public, je vous fais jouer 4 minutes en 3-3 sur un grand terrain, vous êtes morts. En jouant comme des enfants, hein, vous êtes morts, c'est impossible. Souvent, j'entends dire que le fait de jouer demi-terrain, eh bien, on dénature le basket. C'est pas du basket. On entend souvent ça. 3-3, c'est demi-terrain, c'est pas du basket. Eh bien, pour moi, c'est justement l'inverse. Sur un terrain, il y a 3 grandes zones. Il y a la zone, pour une équipe, zone offensive, hein, la zone des 3 points par là. Pour l'autre équipe, ce sera la zone défensive. Même chose de l'autre côté. Et puis, il y a une zone ici au milieu. Et sur un match, d'après vous, combien de temps on passe dans la zone ici au milieu? Très peu. Ce qu'on veut, c'est un jeu de transition rapide où on arrive en zone offensive très rapidement. Et l'intérêt du basket, tactiquement, etc., ben, ça se passe ici. Le but du jeu au basket, c'est ici. C'est proche de l'anneau, puisque c'est là où on marque. C'est pas là au milieu. Et donc, en rapprochant les cibles, on diminue cet espace vide, 3 points, 3 points, cet espace qui ne sert à rien. Sinon, on se rapproche plus d'un sport comme le foot, et encore ils sont plus nombreux, où le jeu milieu de terrain est très important. Au basket, c'est pas le cas. Au basket, c'est pas le cas. Le jeu milieu de terrain, il n'est pas très important. Hein, quand on regarde les résumés des matchs de basket, on montre très peu d'actions qui se passent au milieu du terrain. De temps en temps, quand il y a quelque chose de spectaculaire, mais sinon, non. On montre les actions qui se passent proches des cibles. Et
c'est pour ça qu'on rapproche les signes. C'est justement pour aller vers l'intérêt du basket. Petit clin d'œil ici avec une photo que je trouve qui illustre bien l'évolution des terrains. Ici au fond, on a 2 plateaux de 3 et 3. Au milieu, eh bien, vous avez vu, on a avancé les anneaux, on a un terrain de 4-4, on joue sur un 3/4 terrain. Et ici, on est sur un grand terrain, l'équivalent du 5-5. Et on voit l'évolution, avec des enfants de 6-7 ans, 8-9 ans, 10-11 ans. Je me dépêche. Regarde, 3 minutes de retard. Ok, on va passer aux situations pratiques. On va commencer par le 3 et 3. Et on va passer rapidement au 3 et 3 parce qu'il y a des têtes que j'ai déjà vues souvent. Ça commence à aller sur le terrain le 3 et 3. Je sais, c'est pas parfait. Je sais, il y a encore beaucoup de problèmes. Mais on va essayer d'aller rapidement vers le 3 et 3 en proposant 1 ou 2 situations d'échauffement. Peut-être un peu différentes de ce qu'on avait déjà proposé. Et puis on va faire une seule période de jeu. Une seule période de jeu en 3 et 3, avec les règles du 3 et 3 et les enfants. On va essayer de lier l'échauffement à un objectif. On ne va pas essayer, on va le faire. On va lier l'échauffement avec un objectif. Ensuite, on va passer au 4-4. 4-4. Même principe, je vais vous proposer 2 situations d'échauffement en commun et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes situations qu'en 3-3 parce qu'on va essayer de garder les équipes. On évolue. En 3-3, on va mélanger tout le monde, les 2 équipes. En 4-4, on va garder les équipes. Mais on va être sur un plateau de jeu commun. Et ensuite, on aura quelques périodes de jeu avec les différentes règles. On va voir les adaptations qu'on peut amener, quand c'est des arbitres de club, quand c'est les formateurs qui sont sur le terrain avec les joueurs, ou quand c'est quelqu'un de supplémentaire qui gère la rencontre. On va pas mettre la conclusion tout de suite, si tu veux. Non, on en reviendra après. Ça va? Ok. Bien. Voilà. Maintenant, on va passer un peu à de la pratique, comme Émilie vient de l'expliquer. Et on va essayer de vous donner des solutions à vos questionnements, des réponses aussi, et voir un peu le parcours que l'on peut faire et la manière dont on peut utiliser les situations de 3-3 et 4 contre 4. Ce sont les jeunes joueurs de Fernelmont, ce sont tous des U10, ils sont 11, situation que vous pouvez rencontrer. Et puis alors, Émilie ne connaît pas les enfants, elle ne les connaît pas, c'est la première fois qu'elle va les voir, donc c'est vraiment un contexte de première prise en main. Et puis alors, nos 2 coachs, Jean-Pierre Irali, Jean-Pierre, viens, voilà, Jean-Pierre Irali et Michel Van Nootper, les 2 collègues qui s'occupent du mini-basket au club de Belgrade. Jean-Pierre est directeur technique et Michel a une équipe de U10, U12. Voilà, U12 avec des U10 et Jean-Pierre s'occupe de U6 et U6 et U10, U12, voilà. Donc ça va être les 2 coachs, ils vont participer, ils ne connaissent pas non plus les enfants ne connaissent pas les 2 coachs. Et puis alors la jeune demoiselle qui est là-bas, mais qui est arbitre club. Donc on va essayer de vous donner toutes les solutions possibles dans les différentes situations. Ok? Donc prenez note. Notez vos questions et en fin de présentation, maintenant c'est 1 heure d'activité pour les enfants. À ce moment-là, on aura les échanges en fin de présentation sur la partie pratique. Ok, voilà. Ok, très bien. Première situation d'échauffement en 3 et 3. Alors, on a montré, il y a des vidéos sur le site de la WBB avec des circuits. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Et j'avais envie de travailler avec un objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est de développer chez mes joueurs le fait de dribbler sans regarder la balle. Parce que systématiquement, quand ils dribblent, ils ont leur nez sur leur ballon. Et j'aimerais bien quand même essayer d'évoluer là-dessus. Je l'ai travaillé pendant les séances d'entraînement cette semaine. Mais à l'échauffement, je vais les mettre dans une situation que j'ai envie de revoir pendant le match. J'ai envie de revoir cette situation-là pendant la rencontre après. Alors, les enfants, vous allez tous prendre un ballon jaune, déposer vos bouteilles et vous allez venir chez vous. Donc, objectif, dribbler sans regarder le ballon. Organisation de type grand jeu. Ça va? Ça veut dire qu'on va
tous utiliser le même espace. Venez chez moi. On va essayer de tenir le ballon quand je parle, même si je sais que vous avez envie de jouer. Ok. Est-ce que tout le monde est déjà monté dans une voiture? Ah, ouf. Ok. Vous connaissez les feux de signalisation? Oui. Quand c'est vert, on avance. Donc quand c'est vert, vous allez dribbler partout sur le demi-terrain ici. Partout sur le terrain. Vous dribblez. Main droite, main gauche, vous changez comme vous voulez. Quand c'est rouge, on doit s'arrêter. Vous allez faire un arrêt kangourou. Tu connais toi, l'arrêt un temps? Toi tu connais? Tu sais me montrer? Vas-y, dribble. Très bien. On s'arrête avec ses deux pieds en même temps. Tu peux même mettre le ballon dans ta poche pour pas qu'on te le prenne. Voilà. Oui, mais ça c'est une mamie. Hein. Tiens-toi droite. Ah, voilà. Plie tes jambes. Voilà. Là c'est super. Ça c'est quand c'est rouge. Très bien. Viens, Michel. Ah, il y en a un troisième. T'as trouvé, toi. Et c'est orange. Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est orange? Alors, on va faire plus que ralentir. Je vais te montrer, tu me passes ta balle. On va faire plus que ralentir quand c'est orange. On va s'arrêter, mais on va garder les mains et le ballon actif. D'accord? On attend. Ok? Travail de coordination. On bouge les mains et le dribble en même temps. On a compris? Oui? Ça va pas être facile avec le micro, mais ça va aller. Oh non, je dois parler. Je vais me faire engueuler par Céline. Allez, on dribble! Allez, allez. Oh là là, il faut réagir plus vite, les amis. Allez, c'est parti. Attention, c'est Jean-Pierre qui va prendre les plots, donc c'est plus moi qu'il faut regarder. Hein. Une seule main sur la balle, bougez les pieds, bougez les pieds. Ouais, allez. Oh oh, il y en a une qui regardait son ballon. Regardez toujours Jean-Pierre, en plus il bouge, ça veut dire qu'on ne doit pas regarder son ballon. Ok? Allez, allez partout, une fois une main, une fois l'autre. Allez. Attention, regardez bien où est Jean-Pierre. Oh. Stop, très bien. Alors parfois, dans la circulation, vous le savez, parfois il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Quand Jean-Pierre n'aura aucun plot levé, gardera tous les plots derrière son dos, vous allez faire ce que vous voulez. Et au basket, quand on veut faire ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ne peux pas aller marquer. Ah, il veut aller marquer, ouf. Quand il n'y a aucun plot levé, on peut aller marquer un panier. Et puis on repart en dribble, un seul, là ou là, d'accord? On est parti. Un seul et puis on repart en dribble. Attention, bien regarder ce qui se passe, hein. Oh là là, oh là là. Toujours avoir un œil sur les plots. Ouais, bien. Oh. Ok, stop. Dès que vous avez marqué un panier, vous venez chez moi. Allez vous mettre sur la ligne blanche là-bas. Tu peux garder les plots, Jean-Pierre. Ok, première situation, hein. On peut la faire durer, on peut la faire évoluer, on peut la varier en fonction de vos objectifs et en fonction du niveau des joueurs. Très bien. Deuxième situation, mon objectif c'est toujours le fait de dribbler sans regarder la balle. Parce qu'on va quitter la voiture et la circulation et on va arriver dans l'espace. Est-ce que Thierry Desmains est là? Il ferait chef, non? Bien,
S'il y a quelqu'un qui le connaît, vous lui dites que je pense à lui parce que c'est son idée et je trouvais que c'était une très chouette idée. Alors, l'idée ici, c'est que vous allez traverser le terrain et une fois que vous avez traversé, vous pourrez aller marquer. Seulement, il y a des soucoupes volantes. Viens Michel, viens Jean-Pierre. Je vais vous donner des soucoupes volantes. But du jeu. But du jeu, avancez sans vous faire toucher par les soucoupes volantes, sans arrêter de dribbler. Dès que vous avez passé, vous pouvez aller marquer un panier, ça va, et ensuite vous revenez sur la ligne 1, non, et vous attendez là-bas. Vous allez attendre là-bas sur la ligne blanche. Prêt? Donc vous allez lancer comme ça, hein. Ça va? Viens ici. Oh, tu vises comme ça, hein. Ils doivent... Prêt? On dirait une mamie, là. Les papis, hein, ok. Allez, go, c'est parti. Attention. Oh là là, on a perdu sa balle. Il est où ton ballon? Attention. Oh là 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 là. Hop, on marque un panier, on se remet sur la ligne. On se remet sur la ligne. On reprend quelques plots. Allez, prêt? Il y a de la place là-bas si tu veux. Mais je sais que tu as peur de Jean-Pierre parce qu'il lance bien. Hein. Prêt? Hop, go, c'est parti. Attention. Oh, aïe, t'as été touché. Allez, touché, attention. Attention. Vous pouvez... Ah ouais, ok. Ok, cette fois-ci, vous lancez tout. On ramasse pas. Attends, Jean-Pierre. Merci. On lance tout. Dernière fois. Prêt? Go! Écoutez là! Ok, super. Quand on a marqué, on vient ici. On vient ici. Très bien. Vous avez fait des... On est prêt? C'est bon. C'était juste pour les ramasser en fait. C'était juste pour les ramasser. Ok. Au signal, on a 3 équipes. Vous allez dribbler, essayez de marquer un panier où vous voulez. Là ou là. Dès que vous avez marqué un panier, vous pouvez prendre un plot que vous allez ramener sur votre côte. D'accord? Première équipe. Plot. On le fait jusque quand il y en a plus. Ok? On ne doit pas attendre pour démarrer, on peut aller tous en même temps. Prêt? Prêt? Hop, c'est parti! Allez, il faut d'abord marquer! Allez, on marque, on ramène le plot. Allez, on essaye de ne pas arrêter de dribbler. Essaye de jamais arrêter de dribbler. On essaye de jamais arrêter de dribbler. Allez! Prenez tous vos plots, vous venez ici et on vient s'asseoir sur le banc. Vous pouvez aller déposer tous les ballons dans le rack.
Alors, ici on a 12 joueurs. On a dit qu'on ferait qu'une période. 11. Je ne sais pas compter, moi. On a dit qu'on ferait qu'une période de 3-3. On vous a dit aussi qu'il fallait de la rentabilité. Il n'y a que 6 joueurs qui vont jouer pour la rencontre de 3-3. Si on était une vraie rencontre, on aurait 8 fois 4 minutes. Et donc ils auraient tous l'occasion de jouer. Donc on se place ici dans une situation fictive. D'accord? Alors, on va déterminer 3 joueurs de chaque équipe qui vont jouer 4 minutes sans arrêt chrono en 3 et 3, avec les règles de 3 et 3. Jean-Pierre va s'occuper d'une équipe et moi d'une autre. Je vous demande d'observer et je vous demande de noter les choses qui vous interpellent, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des entraîneurs formateurs. Notez et on en parlera après. Donc si vous avez bien entendu la salle comme nous avons ici, on peut travailler sur deux terrains, voire 3, voire 4, voire 5. Ici c'est simplement un petit rappel. Et comme Émilie a fortement insisté tout à l'heure, notre objectif c'est de partir de U6, d'avoir un fil conducteur avec les U8, le U10, le U12, et avec les U12 avoir un fil conducteur avec les U14. D'accord ? Donc jusqu'à présent, mais voilà, on ne vous parle pas de compétition, simplement les enfants doivent s'amuser. Et ça va rester l'objectif principal tout au long de cette matinée. Voilà ce qu'on voudrait bien voir tous les week-ends. Eh bien, c'est justement ce dialogue entre les deux entraîneurs-formateurs. Et ça, je pense très sincèrement que les soucis, nous recevons quand même pas mal de mails en points positifs, en points négatifs. Eh bien, moi, je trouve qu'à partir du moment, et que ce soit du positif ou du négatif, ça veut dire que les personnes sont concernées. Donc, on essaye bien sûr, mais voilà, d'améliorer, on en tient compte. Mais le gros problème, c'est ceci, ce que vous voyez là, ça c'est la plus belle image, certainement de cette matinée, une des plus belles images, mais voilà, les jeunes et les deux entraîneurs formateurs se concertent. Et ils vont discuter entre eux, et ils vont se fixer des objectifs. Mais vous les connaissez, puisque ici, les enfants ne sont pas connus par les deux formateurs-entraîneurs. Mais c'est une image qu'on souhaite rencontrer de plus en plus au niveau des rencontres pendant les week-ends. Et voilà déjà ici la rentrée est faite par le formateur-entraîneur, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais l'objectif c'est que tout le monde touche la balle. Et voilà ici une situation, les deux entraîneurs formateurs arbitrent la rencontre dans le code de jeu. Et vous avez vu qu'ici c'était possession pour l'équipe des rouges. Et bien c'est le formateur-entraîneur des jaunes qui a fait la rentrée. Elle a demandé à son collègue si elle pouvait le faire. Et regardez, les deux entraîneurs formateurs sont dynamiques. D'où voilà pourquoi cette tenue sportive est obligatoire. Et il y a à chaque fois, bien sûr, mais voilà, de la participation des deux formateurs qui donnent des consignes tant sur le plan défensif
que sur le plan offensif. Mais il n'y a pas énormément d'arrêts de jeu et les jeunes jouent. Et pas une seule fois, vous avez vu des paniers marqués, et pas une seule fois un des joueurs a regardé le score. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par ça. Seulement les parents, seulement les adultes, les supporters, les spectateurs. Mais les enfants n'ont pas encore regardé une seule fois le marquoir. Voilà ici une remarque de mon collègue Jean-Pierre, bien entendu. Ici, ce sont des U10. Le 3 et 3, ce sont pour des joueurs U8, U6, U8. Donc automatiquement, ici, on voit déjà que ce sont des jeunes, mais qui ont déjà un certain bagage. Je vous rappelle que ceci, on voulait simplement montrer, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule période, mais c'est un petit rappel par rapport à tout ce qu'on a fait. Mais ici, le jeu est déjà beaucoup plus fluide, puisque le niveau technique est meilleur. D'accord ? Ici, de suite, Jean-Pierre intervient sur le contact. C'est important de le rappeler. Et on peut déjà voir pour des U10, on voit déjà cette organisation défensive. Les trois défenseurs ne vont pas nécessairement sur le ballon. Ils savent déjà où ils doivent se situer par rapport au ballon et par rapport aux joueurs qu'ils doivent tenir. Alors voilà le rôle de spectateur, je veux voir tout le monde applaudir les 6 joueurs, tout le monde. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ça veut dire que par cette action, bien maintenant, vous avez pris du plaisir et vous communiquez à vos jeunes de les voir jouer, et bien vous avez pris aussi du plaisir. Pas de score, personne ne demande, on a marqué combien, ceci, cela, des consignes par le coach. Donc ça c'est très important, et avoir 2 formateurs, entraîneurs qui sont sur le terrain, qui sont concernés, qui s'investissent, qui corrigent, qui communiquent. C'est toute la partie théorique que vous avez vue juste avant avec Émilie. Alors maintenant on va utiliser des situations pratiques en situation de 4 et 4, 4 contre 4. On utilise le terrain un peu plus grand, bien sûr, avec 2 panneaux, on l'a vu tout à l'heure, et ça va être différentes situations. Soit il y aura un arbitre club, soit les formateurs entraîneurs vont coacher, soit ils vont arbitrer, d'accord? En respectant les règles du 4 contre 4, ça veut dire que mon collègue Céline va enclencher le chrono, il y aura arrêt de chrono. Il y aura arrêt de chrono, il y aura la feuille qui va être tenue et on indiquera le score. Pour rappel, un quart-temps, une période, gagnée, ça nous donne droit à 3 points. L'équipe qui a perdu la rencontre, la période, c'est 1 point. Et si c'est égalité, c'est 2 points chacun. Ok, alors, les jaunes, mettez-vous ici, sur la ligne blanche ici. Voilà. Les rouges sur la ligne blanche là-bas. Celle-ci, on change, celle-ci.
Très bien. Ok, alors, on a fait une situation d'échauffement, on a fait une situation de 3 et 3. Situation de 4-4 maintenant, vous allez voir une situation d'échauffement également. On est sur un échauffement commun. Et vous allez voir que la manière d'organiser l'échauffement commun n'est pas la même. Parce qu'on évolue et parce qu'ils sont plus grands. Alors, on va faire un jeu d'une équipe contre l'autre. Même principe, on va prendre un objectif. D'accord? On va d'abord le faire une fois et puis on va le varier en fonction de l'objectif que je veux travailler pendant la rencontre. Les rouges, vous avez une réserve de bombes ici. C'est la vôtre. Les jaunes, vous avez votre réserve de bombes de ce côté-là. Ok? Le but du jeu, c'est quoi? Ben, c'est d'aller mettre les bombes chez les autres. Les rouges, vous allez prendre une balle. De ce côté-là, vous allez essayer de marquer un panier. Si vous marquez, vous pouvez aller déposer votre bombe chez les autres. Et prendre une nouvelle bombe, essayer de marquer et la mettre là-bas si vous marquez. D'accord? Les jaunes, qu'allez-vous faire? Prendre une bombe ici, essayer d'aller marquer là-bas. Si on marque, on peut déposer la bombe là-bas. Et puis on recommence. Si on rate, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on doit changer de bombe. Tu montres? Tu vas montrer? Vas-y, va chercher une bombe. Tu dribbles vers l'anneau. Vas-y. Vas-y. Super, il marque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller la déposer là-bas. Stop, stop, stop. Mais non, on dit que t'as raté. T'es prêt? Tu dois aller changer de bombe là-bas. Je dépose la balle, j'en prends une autre et je recommence. D'accord? On fait le jeu jusqu'à ce que je dise stop. À votre avis, quelle est l'équipe qui va gagner? Celle qui aura le moins de bombes à la fin des 30 secondes. Ouais. Aujourd'hui, on fait tout en rapide aujourd'hui. Parce que comme je parle trop, on n'a pas le temps. Une minute. Une minute? Prêt? Oui, t'as une question? Oui, mais vous êtes plus fort. Tu veux que Julien le fasse avec vous? Prêt? Go! Il faut vérifier qui. Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! En dribblant, en dribblant, en dribblant. Allez, en dribble. Moitié du temps. Allez, 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 allez. Stop. Plus personne ne bouge. T'as marqué? Tu peux aller le mettre là-bas. T'as marqué? T'avais déjà chuté? You! You! On a dit stop. T'avais marqué? Non? Va le remettre. On compte les ballons. Chaque équipe compte ses ballons. T'es sûr? Michel, ils savent compter? 11 ballons! Aïe, aïe, aïe. On remet le même nombre de ballons de chaque côté. Alors ça, c'est le jeu de manière très générale. Mais non, depuis tantôt, je vous bassine avec le fait qu'il faille un objectif. Mon objectif ici, pendant la rencontre, ça fait un bon mois que pendant la rencontre, pendant les séances d'entraînement, on travaille beaucoup sur le shot. Eh bien, je vais prendre comme objectif le shot. Alors vous voyez, j'ai mis une zone ici. On ne peut pas aller à l'intérieur pour shotter, donc on doit prendre une bombe, s'arrêter à l'extérieur de la zone et shotter. Après, c'est la même chose. Si je marque, je mets là-bas. Si je rate, je remets chez moi. Oui? On a compris? On se replace? On remet les ballons? Oui, 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 ça arrive. Allez, on se replace? On a compris les petits loups? On shot à l'extérieur.
Ça va? On travaille beaucoup le shot. On essaye d'aller un peu plus loin maintenant. Oui. Deuxième manche. Vous avez gagné? Moi, je parie sur les rouges cette fois-ci. Je parie sur les rouges. Prêt? Allez, go! On va changer, on va changer. Allez! Oh là là, ça marche bien chez les rouges, chez les rouges. On vient bien. Vite, 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 vite. Aïe, 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 aïe. Ah, pas de chance. Terminé avec une main. Terminé avec une main. Reste pour la photo, bras tendu, fouetté du poignet. Et stop. Tu peux aller la déposer. On compte. Tu as marqué? T'as marqué? Oui. Noah, t'avais marqué? Noah, c'est qui Noah? Tu avais marqué? Non. On compte. 5, 6. Oh, dommage, vous étiez bien partis. On remet le même nombre de balles. Mon objectif, c'était le shot. On est 3 mois plus tard. Mon objectif, ce sont la transition par passe et le démarquage. On va d'abord faire la transition par passe. On va reculer un petit peu le banc par ici, si tu veux bien, Michel, si c'est possible. Et on fait la même chose de l'autre côté, Jean-Pierre. Retournez sur la ligne, les jaunes. Et vous pouvez retirer les petits plots. Oui, on peut retirer les petits plots. Très bien. Voilà. Parfait. On retourne sur la ligne. Merci, les amis. Très bien. Alors, on va faire la même chose. Sauf que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une bombe, quand elle tombe par terre, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle explose. Et donc, à partir de maintenant, on ne peut plus dribbler. On va faire des passes. Vous allez faire des groupes de 2. Là-bas, vous faites un groupe de 2 et un groupe de 3. Et duo ici, duo. Alors, on va montrer. Jean-Pierre, on va montrer ici. Vous montrez? Alors, on va partir par 2. Attends. Jean-Pierre? On part par 2. Psst. Noah, écoute. Les 2 joueurs doivent toucher la balle que vous allez prendre. Il n'y en a pas un qui peut attendre ici. D'accord? Les 2 joueurs vont toucher une balle. Celle que vous voulez, mais vous devez la toucher. Vous allez courir et vous allez toucher une balle. Allez-y. La même, hein? Très bien. Coopération, on se met d'accord. Ensuite, il y en a un des 2 qui va prendre la balle. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Eh, marcher, dribble. On peut dribbler? Non, t'as marché. Qu'est-ce que tu fais là? Tu joues au basket? On peut marcher au basket? Ah, ok. Et toi, tu dois marquer par là, donc tu vas te placer où? Très bien. Et on passe. Et on va essayer de marquer. Pivoter. Ah, on peut dribbler? Est-ce qu'on peut dribbler? Non. Ah, bonne idée ici. Il a trouvé la solution tout seul. Il aurait dû avancer. Donc vous allez progresser par passe et essayer de marquer. Si vous marquez, qu'est-ce qu'on fait? On va la mettre là-bas. On passe. Si on rate, on va la remettre là-bas. Attention, si la balle tombe par terre pendant les passes, on doit recommencer du banc. Est-ce qu'on peut dribbler? Non. Sûr? Ah, allez. Prêt? On a compris? Passe et transition. Tricheur. Go! C'est parti! Attention, pas de marcher! Attention, pas de marcher! Ouais, excellent! On passe! Attention, pas marcher! Attention, pas marcher! Faites des passes vers l'avant, les amis! Et on va en chercher une autre. Les 2 touchent la balle. C'est pas du rugby, mon petit loup. On peut pas courir avec la balle. Prochaine fois, on passe. On fait des passes pour la ramener aussi, hein. Très bien, super.
ça. C'est rien, continue, continue. Vas-y. Passe. Ouais, excellent. Bien. On a partout les gars. Je vois même pas quand on l'a pas. Ah, mais c'est tout. Et stop. Est-ce qu'on a marqué là-bas? Tu as marqué aussi? Ok, vous mettez. Et ici? On compte. 13, 9. Oui, bravo les rouges. Ok. La dernière évolution, on est pris un peu par le temps. On va pas la faire ici. Mais quand mon objectif est le démarquage, eh bien je te prends un joueur des jaunes et je le mets du côté rouge et je l'autorise à défendre et essayer de voler le ballon. Donc intercepter. S'ils y arrivent, ils peuvent aller remettre la bombe dans le coffre-fort de l'équipe de qui ils ont pris la balle. Et je prends un joueur rouge qui va de ce côté-là et qui fera la même chose. Ça va? On va pas le faire aujourd'hui, mais si tu veux, tu demandes à ton entraîneur de le faire à la séance d'entraînement prochaine. On fait ça? Non, il y aura un défenseur. On fait la même chose avec un défenseur et donc on va devoir regarder à qui on fait la passe. D'accord? Oui? Ok, les jaunes, vous allez vous asseoir là. Attendez, je peux vous demander de l'aide pour ranger les balles? Oui? Allez. On ne va pas le faire parce que sinon Julien... Ben oui, je sais. Ok. Voilà deux, trois petites situations d'apprentissage et regardez déjà dans l'état dans lequel les jeunes sont. Ils sont pris par le jeu. Vous ne devez pas motiver un jeune. La compétition chez le jeune, elle est naturelle. Mettez deux jeunes sur la ligne de fond du grand terrain de basket, demandez d'aller toucher l'autre ligne et de revenir, que vont-ils faire? Ils vont sprinter parce qu'ils veulent arriver le premier. Donc ça, vous ne devez déjà pas le motiver. Ils sont motivés et ils ont la compétition en eux. Maintenant, c'est à nous à gérer cette compétition. Cet esprit de compétition. Ici, maintenant, ils vont passer une situation de 4-4. On va jouer 4 minutes avec arrêt chrono. Vous avez deux formateurs, deux entraîneurs formateurs, un avec l'équipe rouge, je ne sais pas si ça va être Jean-Pierre ou Michel, et c'est Émilie qui va arbitrer. Et ce genre de situation que vous voyez là maintenant à la table, eh bien ils sont en train de discuter. Et c'est ça qu'on voudrait bien voir aussi lors des rencontres du week-end. C'est justement, on a insisté tout à l'heure, à voir cette discussion, cette communication. Alors ici on a une situation avec deux entraîneurs formateurs, un de chaque côté, et Émilie c'est une troisième personne. Et cette troisième personne, eh bien c'est peut-être le moyen pour vous aussi de motiver l'un ou l'autre parent. Et pourquoi pas faire arbitrer cette rencontre par un parent, mais qui connaît les règles bien entendu. Et peut-être que le parent va aussi se rendre compte, et que finalement ce n'est pas aussi simple que ça, de se trouver là-bas ou là-bas. Peut-être que ces réflexions, peut-être que ces réactions vont être différentes. Et l'objectif, quand il aura terminé cette rencontre, c'est de pouvoir de nouveau communiquer avec les autres parents. Ça me fait mal au cœur et ça nous fait mal au cœur lorsqu'on reçoit un mail d'une rencontre de U10, match arrêté. L'arbitre, c'était l'entraîneur formateur, match arrêté, parce que notre collègue se fait insulter. Et non pas par les enfants, mais par les adultes, par les parents. C'est du concret, c'est du vécu. Qui sont pénalisés? Les enfants. Les enfants sont pénalisés. Le match a été arrêté. Et c'est un objectif qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire que ce genre de situation ne veut plus l'avoir. Et ça doit être dit. Parce qu'à un moment donné, nous parents, nous supporters, on va peut-être décourager les jeunes, mais aussi les formateurs, entraîneurs. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage.
simple réflexion. Dire oui, ça ne va pas, et mettre des bâtons dans les roues pour mettre des bâtons dans les roues, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc Émilie a un rôle, tout simplement pas d'arbitre club, mais peut-être un collègue de Michel et de Jean-Pierre, et elle va arbitrer la rencontre. On peut y aller? Voilà, tout le monde s'est concerté. On essaye avec un ballon, c'est mieux. Donc on sait que les règles, c'est aussi un problème dans l'application aujourd'hui, c'est que les règles, chacun le font un peu à leur sauce. D'accord? On a ce genre de situation, mais voilà. On va essayer de les appliquer. Des contacts sont interdits. Donc il y aura un arbitre. Faire les rentrées. Les deux coachs sont maintenant sur la ligne et non plus dans le terrain. Mais ils peuvent voyager, ils peuvent motiver. Alors, première règle, les rentrées vont être faites par le joueur et le défenseur se mettra à côté de lui. Voilà, le défenseur est à côté. En mettant le défenseur à côté du passeur, de celui qui fait la rentrée, eh bien vous enlevez une difficulté, ça veut dire on ne gêne pas la passe et on ne ferme pas la fenêtre de passe. Les explications de l'arbitre sont rapides, claires et efficaces. Et Émilie, en tant qu'arbitre, participe aussi dans le jeu. Elle essaye de motiver. Un principe de règle qui est également important dans le 4-4, c'est cette fameuse règle de 3 crocodiles. Pour que le joueur ne garde pas la balle trop longtemps dans la main. Ça veut dire qu'il faut avoir du démarquage, mais surtout ça va permettre au défenseur de ne pas essayer de prendre la balle. Plus la balle va voyager, moins il y aura d'agression. L'état d'esprit qu'on doit avoir, l'équipe de Michel est un peu en difficulté, mais le coach est venu plus près de ses joueurs pour donner des consignes. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas, il donne des consignes, il participe. Objectif, ils doivent évoluer. On essaye d'atteindre les objectifs fixés en début de rencontre. Et Jean-Pierre n'a pas eu de réaction négative vis-à-vis de son collègue. Vous n'êtes pas adversaire. C'est la convivialité, vous êtes collègue. Alors on voit déjà une différence, bien que sur le premier carton on ne connaît pas les joueurs, mais même les formateurs, entraîneurs et l'arbitre, vous avez quelque chose à analyser. On peut voir une différence entre les jaunes et les rouges. Les jaunes ont plus de mal à se démarquer. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, ils ont moins le respect de l'espace. Chez les rouges, il y a beaucoup plus d'espace, donc ça offre beaucoup plus de possibilités.
l'objectif sur la rentrée, c'est d'essayer de ne pas mettre de pression sur la balle. Voilà, si même le défenseur jaune n'est pas placé à temps, peu importe, c'est faire la rentrée très vite. C'est cette fluidité que l'on recherche et pas rester enfermé dans un conte de jeu qui est le basketball. Vous devez le connaître, mais ici on peut l'adapter. Voilà une justification, il a été pénalisé, il y a faute, pourquoi est-ce qu'il fait faute? Et bien sûr, il n'y a pas de lancer franc, pour la bonne et simple raison qu'on ne veut pas que ça traîne. Voilà pourquoi on a augmenté et on fait 8 fois 4 minutes et pas 4 fois 4 minutes. Le premier objectif ici, ce n'est pas le lancer franc qui est important, c'est le jeu. Est-ce que vous imaginez maintenant, et je m'adresse à vous, puisque ça se passe, on ne veut pas faire du 4 et 4 sur un terrain réduit. Est-ce que vous imaginez les 8 mêmes joueurs sur le grand terrain? Imaginez, essayez de vous représenter ça. Et si vous ne savez pas vous le représenter, peut-être c'est bien une fois, faites-le. Faites-le pendant 4 minutes. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous êtes fatigué. Et quand on est fatigué, on est moins lucide. Quand on est moins lucide, on commet des erreurs, des mauvaises passes, des marchés, des doubles dribbles, ou bien on rate le shot. On essaye un maximum de ne pas mettre nos jeunes joueurs dans des situations d'échec. La finalité, c'est de mettre le ballon rouge dans la cible. Voilà, on me posait la question tout à l'heure, mais voilà, le lay-up est marqué, le code de jeu dit quoi? 2 plus 1, oui? Le vrai règlement, 2 plus 1. Mais ici, le panier est dedans, la faute est pénalisée, on a sifflé, on fait rentrer, le jeu continue. Si vous l'expliquez, votre rôle, c'est de l'expliquer aux enfants. Avez-vous pris du plaisir? Alors montrez-le, alors montrez-le. Maintenant, ils ont une minute très importante, votre rôle aussi, boire bien sûr. Ils ont une minute de repos, ça c'est le règlement, entre les cartons. Les périodes, pardon, les périodes. Ok, pendant la minute, les deux entraîneurs formateurs, mais voilà, font, vous connaissez tous ce mot-là, mais le petit débriefing de cette première période. Petit débriefing, bien sûr maintenant, il y a des changements qui doivent s'opérer. Il y a 2 joueurs ou un joueur qui sont restés sur le banc. Il faut obligatoirement les faire participer. Les 2 entraîneurs formateurs, regardez la position, on en parlait tout à l'heure, la position de Jean-Pierre, et bien c'était important. C'était important, il se met au niveau des jeunes. Et vous l'avez vu sur les photos tout à l'heure de la présentation théorique. Maintenant, la jeune demoiselle, c'est Amandine, qui va arbitrer. Elle est arbitre club. Donc peut-être qu'elle va voir les choses un peu différemment. Les deux entraîneurs formateurs, pardon, ne changent pas. Tu peux y aller, Amandine, vas-y. Ah, ça c'est, ben oui. Oui. Michel a du mal à attacher les cheveux, hein. Ouais. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Jaune balle. On reste toujours un rouge à côté. Voilà, on reste dans les mêmes règles au niveau de la rentrée. D'accord? Puisque c'est un beat club, on va rester sur les mêmes règles. Ça ne gêne pas du tout pendant cette période
s'il y a une différence de niveau entre les équipes, eh bien pourquoi pas une équipe où c'est le formateur-entraîneur qui fait la rentrée. Ça ne gêne pas, ça ne doit pas être la même chose des deux côtés. Les entraîneurs formateurs ont discuté entre eux et il y a un niveau qui a été établi et les règles sont établies. Si je peux attirer votre attention sur les interventions des entraîneurs, on parle souvent des entraîneurs PlayStation. Hein, ça veut dire qu'ils sont avec leur manette sur le côté et qui disent exactement aux joueurs ce qu'il faut faire. Passe à un tel, shot, regarde à gauche. C'est important de laisser les joueurs trouver les solutions. Et encore une fois, on doit se pincer. Parce que parfois, ils ne trouvent pas la bonne solution. Mais c'est pas grave, parce qu'on est dans un processus de formation. Donnons des indications aux joueurs très ouvertes. Exemple, donner une solution. Plutôt que mets-toi à gauche, il n'y a personne. Regarde devant. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un devant qui est seul et qu'il faudrait faire la passe. Mais c'est plus intéressant de dire regarde devant. Ici, il voit qu'il y a quelqu'un, il va faire la passe parce que le cheminement ne sera pas le même pour le joueur. On lui apprend à lire le jeu et à prendre la bonne option plutôt que lui donner une solution toute faite. Même chose défensivement, les deux entraîneurs ici n'ont pas donné de joueurs à tenir. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas de numéro sur les équipements, donc c'est difficile. Les consignes sont les suivantes. Jamais un joueur seul et priorité au joueur qui a le ballon, puisque c'est le joueur le plus dangereux. Oui, très bien. Voilà, je regarde. On bouge là au bord, on bouge au bord. Regarde pas, regarde. Très bien. Oui. Super, voilà. On recule un peu les choses. Alors voilà ici, règle du marché. Et c'est une règle qui était importante. C'est une règle qui était importante. Mais étant donné que l'arbitre club, parce que vous pouvez aussi avoir communication avec l'arbitre club et les entraîneurs formateurs. Si votre équipe est faible techniquement, parce que ce sont des U10 mais ils viennent de commencer, eh bien l'arbitre club peut laisser passer le marché. Pourquoi pas? Ne pas mettre l'enfant dans une situation perpétuelle d'échec. Mais maintenant le problème, et voilà pourquoi ce sont deux collègues, et que si vous avez discuté avant, je vois que le message commence à passer, c'est bien, c'est bien. Je savais que vous étiez les meilleurs, aujourd'hui, hein, mais demain aussi. Donc si vous avez discuté entre vous, le collègue ne va pas vous respecter parce que l'arbitre n'a pas sifflé marché. La difficulté que vous allez avoir, il faut faire comprendre ça aux spectateurs.
et faire comprendre ça aux parents. Mais oui, mais c'est un dur métier. Hein. C'est un dur métier. Hein. Vous voyez l'investissement qu'il faut avoir. Alors ici, on va repartir sur une troisième période. Et ce sont les deux, c'est la même situation que dans le 3 et 3. Donc ça veut dire que ce sont les formateurs entraîneurs, mais qui vont arbitrer, qui vont faire les rentrées. D'accord? Jean-Pierre, attends, Mimi, ce sont les formateurs qui font les rentrées maintenant. Ok. C'est ça. Et ici, les deux sur le terrain. Voilà. Donc les deux sur le terrain, mais les joueurs, les formateurs vont faire les rentrées. D'accord? Donc ça va être 4-4 pour essayer de se libérer et d'avoir le ballon. Alors bien entendu, ben voilà la situation que l'on rencontre aussi le week-end. Vous n'êtes pas adversaire, vous êtes collègues. Donc ça veut dire que vous devez arbitrer. Ça veut dire que tu dois aussi t'investir. Tu dois être présent. Et non pas, comme j'ai déjà reçu des mails ou des coups de fil par des entraîneurs formateurs. Oui, mais moi la semaine passée, bien mon collègue ne voulait pas arbitrer. Qui sont pénalisés? Les enfants. Ce n'est pas, vous n'êtes pas adversaire, vous êtes collègues. L'objectif numéro 1, les enfants doivent jouer, prendre du plaisir, et vous devez prendre du plaisir. Vous devez coopérer. Vous devez coopérer. Et voilà pour le moment, ici on a mis les scores, et c'est 4-4 au niveau des scores sur les deux premières périodes. Les deux arbitres donnent également des consignes à leur équipe. Donc finalement, on ne vous demande pas, et à partir du moment où vous vous trouvez sur le terrain, ce n'est pas pour ça que votre équipe est pénalisée. Vous savez donner des consignes. Et à la limite, pourquoi pas donner une consigne aux jeunes joueurs de l'autre équipe? Vous avez un rôle éducatif. Petit clin d'œil, vous avez vu Michel, on lui a dit tu vas arbitrer la période ici, et la première chose qu'il a fait, il a mis son sifflet en bouche. Il n'a pas tenu 15 secondes avec son sifflet en bouche. Il l'a vite déposé parce qu'il préfère parler. Je pense que l'utilisation du sifflet en jeune, elle n'est pas nécessaire. Maintenant, dans les conditions que vous rencontrez en club, parfois il y a 3 matchs l'un à côté de l'autre. Et donc c'est important pour se faire entendre d'utiliser le sifflet. Mais je crois que la sanction doit être pédagogique plutôt qu'avec un sifflet, parfois elle est perçue comme punitive. Donc le sifflet doit être utilisé comme moyen pédagogique pour se faire entendre, mais gardons le petit mot et l'intérêt pédagogique de l'arrêt de jeu. Pour moi, le réel intérêt d'avoir les entraîneurs sur le terrain ici, c'est que vous êtes les mieux placés pour connaître le niveau de vos joueurs. Vous êtes les mieux placés pour savoir s'ils sont capables de prendre une décision rapidement. Et donc de compter les 3 crocodiles balle en main pour que le jeu aille plus vite. Ou si plutôt que de compter 3 crocodiles très rapidement, vous allez les compter doucement parce que c'est un joueur débutant. Vous êtes le mieux placé pour savoir s'ils savent démarrer en dribble sans marcher. Et c'est pour ça que vous êtes sur le terrain. Pour les aider, mais aussi pour sanctionner à leur niveau. Regardez bien s'il n'y a pas un touché, on va
va assister maintenant à la dernière période. D'accord, on sait que c'est 8 périodes, mais bon, ici c'est pour un peu simplifier. Je crois que la suite de questions-réponses peut être très intéressante aussi. Ensuite, après cette quatrième période, la dernière période, pardon, il y aura de nouveau un jeu. Et vous savez, c'est 1 minute par période, et vous avez entre 5 à 10 minutes, ce qu'on considère la mi-temps. D'accord? Et bien là-bas aussi, pendant la mi-temps, on peut laisser les enfants récupérer 1 minute ou 2, et puis de nouveau faire un jeu concours. Les enfants, quand ils sont occupés, c'est une manière d'avoir de la discipline. S'ils restent sans rien faire, vous avez des problèmes de discipline. Alors après, s'ils sont fatigués, c'est pas grave, c'est une fatigue saine. Dernière situation. Mimi, on a déjà switché? Ah ben voilà. Situation qu'on peut rencontrer. Si de nouveau il y a dialogue, communication et que les objectifs sont identiques pour les deux équipes, pour les deux entraîneurs formateurs, on peut s'apercevoir par exemple que dans une équipe il y a 1 ou 2 joueurs dominants. 1 ou 2 joueurs dominants. Eh bien on va switcher. Et on va switcher 1 ou 2 joueurs. Je ne sais pas combien ils vont. À mon avis c'est 1 ou 2. Et ils vont remplacer 1 et 2 joueurs. Ils vont changer d'équipe. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas bien pour l'enfant parce que son équipe va perdre. Mais c'est votre rôle de lui expliquer. Faut pas fuir ses responsabilités. C'est votre rôle. Et l'objectif final de toute cette période, eh bien entendu, c'est que tout le monde s'est amusé, que tout le monde a progressé et qu'ils ont atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais c'est vrai que c'est difficile. Si, et seulement si, vous avez dans la tête la championite. Alors c'est très difficile. Mais ce n'est pas notre objectif. On veut vous démontrer avec des enfants qui viennent d'un club, avec des coachs différents, que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Et bien sûr, mais parfois moins bien, parfois encore mieux. D'accord? Donc voilà, les 2 changements ont été faits. Donc c'est le grand bonhomme là, qui vient de faire la rentrée. On l'a changé d'équipe. Bien sûr, le formateur-entraîneur doit expliquer ce genre de situation. Maintenant, de nouveau, les 2 formateurs-entraîneurs, c'est eux qui arbitrent. Et la rentrée, maintenant, va être faite par le joueur et le défenseur à côté. La situation ici, maintenant on peut inculquer aux jeunes, mais plus vite ils vont réagir pour faire la rentrée, plus ils auront facile pour refaire la remise en jeu. Alors quelle est la meilleure solution? L'arbitre club, une tierce personne qui arbitre, les formateurs entraîneurs qui arbitrent, laquelle est la meilleure? Elles sont toutes au même niveau, elles sont toutes valables. Le tout c'est l'approche. Et pourquoi pas, comme nous l'avons fait aujourd'hui, par rapport au niveau de vos joueurs, bien pourquoi pas alterner comme nous l'avons fait. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Il y avait dans la présentation une rubrique flexibilité du règlement. C'est ça qui est important. Mais ça ne veut pas dire respecter à la lettre le compte de jeu. Vous pouvez le travailler, mais respectez la ligne de conduite. Cette situation-ci, attends, madame, parce que regarde, ton coéquipier est blessé. Donc situation que vous pouvez rencontrer, le joueur est blessé, vous pouvez le changer. Vous pouvez le changer, puisqu'il n'y a pas de remplacement normalement, il n'y a pas de remplacement dans les périodes. Ce cas-ci, bien sûr, on peut le faire. Écoutez déjà la différence entre le fait que le formateur-entraîneur fait la rentrée ou pas. Maintenant, c'est un jeune joueur, il vient de donner des consignes. Il vient de dire à ses partenaires, bougez,
Et petit à petit, mais vous allez construire et vous allez y arriver. Avec de la patience, il n'y a aucun problème. De nouveau, j'en reviens à ma superficie idéale de jeu. Les enfants, ça fait près d'1 heure qu'ils jouent, pas eu beaucoup de temps mort. Par rapport aux périodes précédentes, la qualité est en train de descendre. Elle est moins bonne. C'est tout aussi bien, ils comprennent tout, ils communiquent entre eux, mais la qualité et la précision des gestes techniques est un peu moins bonne. C'est logique, ils sont fatigués. D'où l'importance, puisque c'est 8 périodes de 4 minutes, mais d'avoir une équipe étoffée. De ne pas avoir peur d'avoir 10, 12 joueurs. Tout le monde va jouer. Mais si tu viens à 7 pour être certain de gagner le match, ça veut dire que tu as la championnite en tête. Ça veut dire que ce n'est pas notre objectif. Voilà, décision du formateur, il n'y a aucun jeune qui vous se pète, ici il y a eu un contact et tout se joue. Mais je suis certain que les spectateurs vont faire une remarque à mon collègue Jean-Pierre parce qu'il n'a pas sifflé la faute. Mais laissez-lui l'impression. Est-ce qu'il y a eu un problème avec les enfants? Alors laissez jouer. Il y aura problème à partir du moment où l'enfant va entendre qu'il y a des rouspétances de la part de l'adulte. Et alors on va vous donner quand même le score. Ah ben voilà, sans le faire exprès, c'est égalité, 8 partout. Ça c'est l'idéal, on a atteint notre objectif sans vouloir le faire exprès. Parce que c'est élim, c'est compté. Pas normalement. Situation finale qui est très importante. Les deux équipes se frappent dans la main, les coachs. On peut rediscuter, d'accord, quand c'est la fin du match, la fin de la rencontre, pardon. Et ici maintenant, c'est un jeu que Émilie va proposer au niveau de la mi-temps. Pour la mi-temps. Mettez-vous au fil, ici, entre les deux plots, face par là. Voilà. Oh. Très bien. Alors, Jean-Pierre, tu peux venir ici? Ok. Et Michel va se mettre ici. Alors, jeu qui peut par exemple se faire à la mi-temps. D'accord? Ici, on va le faire, les deux équipes face par là, parce que j'ai mis un petit stratagème de ce côté. Mais on pourrait faire une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, pour travailler le jeu. Alors, mettez-vous en file derrière, comment tu t'appelles? Oui, derrière Lucie, en file. Et là, vous êtes très bien placé. Ok, le principe du jeu. Vous allez, le premier va dribbler et va passer soit à gauche, soit à droite de Michel ou de Jean-Pierre. Donc, il va peut-être falloir changer de main ou accélérer. D'accord? Ensuite, vous essayez de marquer. Une chance. Si vous marquez, vous avez le droit d'aller avancer votre balle d'une pastille. Les jaunes, vous allez avancer de ce côté-ci à chaque fois que le panier est marqué. Les rouges, vous allez avancer de ce côté-là vers le milieu. Première des deux équipes qui parvient de la dernière pastille à marquer un panier peut déposer la balle sur l'anneau. La grosse balle sur l'anneau géant. Est-ce qu'on est prêt? Petite indication. Petite indication. Quand vous avez marqué ou marqué, vous pouvez aller bouger la balle en dribble. Et puis vous allez dans la file donner la balle au suivant.
Si c'est raté, vous allez directement donner la balle au suivant dans la file. Pas de questions? Pas de questions? Le deuxième peut partir dès que le premier a dépassé l'entraîneur. Prêt? Hop, c'est parti. Hop, suivant. On y va, les suivants. Ouais, allez hop, on va avancer la balle. On va avancer la balle. Ah, dommage. Ouais, on va avancer la balle. Allez. Ouais. Attention, elle doit être bloquée, hein. Excellent, on va vite donner au suivant. Ouh, vite chez les jaunes. Ouais, chez les rouges aussi. Allez. Super, allez, allez, allez. Guette, on ne triche pas, on n'aide pas l'équipe des jaunes là-bas. En triplant. Allez, on bloque les balles dans les pastilles. Sans arrêter de dribbler. Ouh là là, attention chez les jaunes. Chez les jeunes, c'est... Oh, oh, oh là 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 là. Poussez avec une seule main. Oh, tu peux aller la mettre, tu peux aller la mettre. Donne ta balle, monte sur le banc. Ouais, victoire des jaunes, bien joué. Très bien. Je pense qu'on va applaudir une deuxième fois tous les joueurs pour leur participation. Je vais leur demander à tous de venir ici. Bien joué les rouges, vous y étiez presque. Hein. Oh. Finale